Quand virus, les gens voilà. vont tout de suite au coronavirus qui a quand même... La transmission du coronavirus par voie respiratoire est très facile et très courante. Alors que pour les mpox, c'est uniquement dans des cas particuliers. En général, il faut être en face de la personne qui a la maladie pendant au moins minimum 3 heures de temps, parce qu'avec la communication, avec la parole, la toux, les éternuements, il y a toujours un risque d'être infecté par quelqu'un qui a le mpox et qui se trouve en face de vous. C'est pour ça que quand on parle de contact étroit, ça ne veut pas toujours dire contact physique uniquement. Ça veut dire contact physique, mais aussi le fait d'être à proximité de quelqu'un pendant un temps assez long. Quand on dit proximité, c'est moins de 2 mètres. Le mode de transmission le plus courant avec mpox, c'est le contact physique. Contact avec les lésions cutanées, que ce soit au niveau de la peau ou des muqueuses. Et quand on dit contact physique, ça veut dire aussi que les relations sexuelles en font partie. C'est pas pour rien qu'en Occident, la plupart des cas étaient observés pratiquement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Chez nous, ça peut être sexuel, ça peut ne pas l'être. Mais des cas transmis, des cas dont la transmission s'est faite par voie sexuelle, c'est des cas qu'on a vus dans des couples plutôt hétérosexuels. Donc, le contact aussi avec les objets, les instruments utilisés par le patient infecté. Parce que quand vous touchez un objet, quand vous touchez un instrument, vous y déposez aussi les virus. Quelqu'un d'autre qui vient utiliser ces objets peut également se faire contaminer. Ce sont ces 2 méthodes de contamination qui sont les plus fréquentes. Donc, le contact physique rapproché, le contact avec les objets, les instruments utilisés par le malade, et le fait d'être en face, comme ça, face à face, avec quelqu'un pendant un grand nombre d'heures, minimum 3 heures de temps, qui peut favoriser cette infection-là. Donc, rien à voir avec le coronavirus. Alors que pour le coronavirus, bon, le mode de transmission est beaucoup plus facile. Je conduis pour donner des différences. Il y a d'autres différences majeures sur le plan de l'ampleur. Alors, vous savez que la COVID-19, durant les 3 premières années, tout simplement, il y a eu 650 millions de cas. 650 millions de cas au plan mondial. Oui, les 3 premières années. Et il y a eu 18 millions de décès au moins, c'est-à-dire la population du Sénégal. Alors que pour le mpox, qui sévit depuis 1970, on est loin du million de cas. Ça veut dire qu'en 3 ans, il y a eu 650 fois plus de cas de COVID-19 qu'il n'y en a eu de mpox en 54 ans. D'accord, donc il n'y a pas photo. Voilà, le nombre de décès aussi, 18 millions, on est très loin de 100 000 décès avec mpox depuis 54 ans. Depuis 54 ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu, disons, 200 fois plus de décès avec la COVID-19 en 3 ans qu'avec la mpox en 54 ans. Absolument. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Je ne le dis pas pour qu'on minimise la maladie, mais aussi pour éviter une panique inutile. C'est une situation gérable. Vous m'aviez parlé de crise sanitaire. Vous savez, dire crise sanitaire, à l'heure actuelle, je dirais non. Je dirais non, parce que je vous ai dit que depuis le 5 septembre, au niveau mondial, mpox n'est plus considéré comme une crise sanitaire. Voilà, comme pas crise sanitaire, comme une urgence de santé publique de portée internationale. Mais aussi parce qu'au niveau du Sénégal, même si le nombre de cas augmente, nous n'avons pas les éléments d'une crise sanitaire. Éléments d'une crise sanitaire, le système de santé n'est pas débordé, tous les cas sont pris en charge, tous les cas sont hospitalisés. Il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement du système de santé. Le système de santé fonctionne correctement, ce qui n'était pas le cas durant la COVID-19. Il n'y a pas eu, pour l'instant, d'impact économique réel. Il n'y a pas eu d'impact social réel. Donc, on n'a pas les éléments d'une crise. Mais si le nombre de cas continue d'augmenter, cette crise pourrait arriver. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Donc pour l'instant, pas besoin de rester chez vous à quarantaine et ceci, cela. Non,
non. Pas besoin de rester chez vous. Non, pas besoin de ça, mais on a besoin aussi d'inciter les gens à prendre des précautions. Quand vous voyez quelqu'un qui a des lésions cutanées, vous devez éviter d'être en contact physique avec ces personnes-là, en contact étroit pour être plus précis. C'est une mesure assez simple. Deuxièmement, il faut vous laver les mains fréquemment parce que vous pouvez toucher un objet qui a été touché par quelqu'un qui a la maladie. Troisièmement, si vous avez des lésions, il faut consulter rapidement pour au moins pouvoir être isolé et pris en charge et ne pas contribuer à disséminer la maladie. Donc il y a des mesures de prévention qui quand même doivent être appliquées. Et je vais vous apprendre une chose. Parmi nos patients qui ont la mpox, il y a une patiente qui était dans un grand rassemblement religieux, à peu près entre 10 à 13 jours, si je ne m'abuse, avant l'apparition des signes. Ça veut dire que peut-être même qu'elle était en incubation, parce que l'incubation peut durer 3 semaines. Si cette personne avait eu les signes et était présente dans cette manifestation, elle pourrait contaminer beaucoup de personnes et vous voyez ce qui pourrait s'en survenir comme conséquence. Donc il y a des précautions à prendre, mais pas de confinement, jamais. Vous n'aurez jamais ça avec mpox, jamais de la vie, parce que c'est pas comme le coronavirus, vous ne l'aurez pas. Mais a fortiori de couvre-feu, de tout ça, non. Non, mais il faut prendre les précautions, et si on prend les précautions, vraiment, on peut ne pas être infecté par la maladie. Et la fièvre de la vallée du Rift? Oui, la fièvre de la vallée du Rift, je peux en parler de manière générale, mais de manière pratique, le problème se passe à Saint-Louis. J'ai une collègue là-bas qui s'en occupe en tant qu'infectiologue avec l'équipe du ministère de la Santé. Mais 4 morts, ça fait peur. Oui, c'est une maladie grave. Moi, le dernier cas que j'ai eu, c'était chez un Coréen qui a été évacué en Gambie et qui est décédé dans notre ancien service des maladies infectieuses. Donc ce sont des cas qui peuvent être graves. Mais la majorité des cas, en fait, se manifestent de manière assez simple, comme une grippe. Mais il y a des cas graves, des formes hémorragiques, des formes qui se manifestent comme une méningoencéphalite, ou bien avec des problèmes oculaires qui peuvent entraîner une cécité dans 50% des cas. Donc c'est les formes hémorragiques surtout que l'on craint le plus. Là aussi, il s'agit d'une maladie virale. C'est une maladie virale d'origine animale. Vous verrez bien. Oui, c'est une zoonose. Vous verrez bien que la plupart des épidémies, des pandémies ont un lien avec les animaux. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas lutter contre une pandémie aussi efficacement sans impliquer les vétérinaires comme il se doit. Ça, c'est important. Donc, c'est une zoonose, c'est une maladie des animaux, pour faire simple. Mais la transmission à l'homme est possible. L'homme peut être contaminé en étant en contact avec les fluides corporels des animaux, notamment le sang. Quand on égorge un animal, par exemple, on peut inspirer certaines vapeurs venant du sang et être infecté. Le contact avec les fluides corporels de l'animal, contact avec les organes des animaux, et même le fait de consommer le lait qui n'est pas pasteurisé. Bon, bien sûr, ce n'est pas obligatoire de le faire dans des zones internes de cette maladie, mais l'homme est contaminé quand il est en contact avec l'animal. Je vous ai donné quelques détails pour vous donner une idée. Mais, fait important, l'homme peut être contaminé par un vecteur, c'est-à-dire, par exemple, Culex ou Aedes. Aedes, c'est peut-être le grand responsable de cette transmission vectorielle. Le moustique peut piquer un animal, prendre le virus et aller piquer un être humain, et l'être humain peut être infecté. Donc, l'homme peut être infecté de cette manière. Donc, contact direct, mais aussi à travers un vecteur. Et quand on parle de mode de transmission, déjà on sous-entend derrière qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être contaminé. Il faut éviter d'être en contact avec les organes des animaux dans ces zones, les fluides corporels, ou bien se protéger
Porter des gants, porter des habillons, porter un écran facial, etc. Et ces mesures s'adressent en général aux bouchers ou bien aux ceux qui vendent dans des épiceries de la viande, des crus, etc., des trucs comme ça. Je pense qu'il y a des précautions qui peuvent découler de cela. La lutte antivectorielle, puisqu'on parle de vecteurs. S'il n'y a pas de vecteurs, il n'y a pas de transmission à travers ces vecteurs. Les animaux qui sont malades, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces animaux ne soient pas malades? La vaccination. Donc les vétérinaires doivent intervenir. C'est eux qui doivent être devant, pour moi. Parce que les animaux, si on les vaccine déjà contre la maladie, on réduit le risque de flambée épidémique. Il y a un vaccin efficace pour les animaux. Alors que chez l'homme, il n'y a qu'un vaccin expérimental, il n'y a aucun vaccin commercialisé. Par contre, contrairement à la Mpox, il n'y a pas de transmission interhumaine documentée pour l'instant. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas vous transmettre la maladie de la fièvre de la vallée du Rift, mais je peux vous transmettre la Mpox. Donc, c'est quand même une pathologie grave, c'est vrai, mais toutes les formes ne sont pas graves, mais des moyens efficaces de lutte contre cette affection existent. Et je suis convaincu qu'avec le système d'alerte, de surveillance, de réponse du ministère de la Santé... Mais c'est une nouveauté, ça, ce virus de la vallée? Non, c'est pas une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté. Je vous ai parlé d'un cas que nous avions eu au mois de mai, mais c'était rare. De temps en temps, on avait un cas, etc. Après. Mais il y a une surveillance qui est